Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. À la une de l'actualité de ce soir, traque des biens supposés mal acquis. Le montant recouvré alimente le débat dans l'arène politique. Déthié Fall demande à Aminata Touré d'apporter la lumière sur l'utilisation des 200 milliards. Du côté de la mouvance présidentielle, l'on soutient que tout se fera dans la transparence. Ras-le-bol des élèves maîtres promotion 2013. Ils exigent leur intégration dans la fonction publique et le paiement à temps de leur salaire. Même son de cloche à Kaffrine où les agents de santé de la région réclament 6 mois de salaire aux autorités. Levée de rideau pour la 10e édition du FESNAC, Festival national des arts et de la culture. La cérémonie d'ouverture présidée par le ministre de la Culture est marquée par le défilé des troupes venues des différentes régions du Sénégal. Et puis en fin d'édition, l'invité du 20h, il s'agit de Youssou Diallo, PCA de la Sonacos. Il sera avec Mamadou Ibrakan. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette principale édition. 200 milliards de francs CFA, c'est la somme recouvrée dans la traque des biens supposés mal acquis. Selon Aminata Touré, l'ex-premier ministre doit apporter des justifications sur l'utilisation de ces fonds. Selon Déthié Fall, le député estime qu'il faut engager la traque des traqueurs. Pour Alioune Badara Diouf de la mouvance présidentielle, il ne faut pas aller trop vite en besogne car tout se fera dans la transparence. C'est un reportage d'Alassane Ba. La question, il la pose à l'ex-premier ministre, celle qui a fait la révélation, Aminata Touré. Plus de 200 milliards recouvrés jusque-là dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Aucune loi de finances rectificative pour justifier les fonds. Pour ces différents montants, quelles sont les références de loi rectificatives correspondantes? C'est la première question. Pour ce que je sais, c'est qu'il n'y a eu de loi rectificative que pour M. Abbas Jaber, le cas concernant M. Abbas Jaber et le cas concernant Deepy World, mais pas pour les autres montants avancés. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, donc pas la peine de se précipiter. Tout se fera dans la transparence, assurance du député Alioune Badara Diouf. C'est le chef de l'État qui définit quand même la politique dans ce pays-là. C'est lui quand même qui propose au Conseil des ministres des projets de loi. Dans le budget, tout ce qui se dépense, je pense que passe, n'est-ce pas, si c'est des extras, si c'est un don, si c'est de l'argent recouvré, si c'est autre chose, hein, je pense qu'il faudra impérativement qu'il passe à l'Assemblée nationale pour quand même pour en faire une loi de finances rectificative. Une commission d'enquête parlementaire s'impose alors si des clarifications ne sont pas apportées. Le président de l'Assemblée nationale, interpellé par son collègue Déthié Fall. Si elle n'est pas en mesure de nous donner toutes les références de loi rectificatives correspondantes à ces sommes-là, il y a lieu aujourd'hui d'engager ce que j'appelle la traque des traqueurs. Et sur ce fait, j'invite l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, à mettre sur pied le plus rapidement possible une commission d'enquête parlementaire, au moins sur les faits qui ne font pas ou qui ne font plus l'objet de poursuites judiciaires. Je pense que dans la gestion quand même, n'est-ce pas, du budget, on a eu à voter des lois rectificatives, surtout en 2016, n'est-ce pas, allant dans ce sens. Oui, évidemment, allant dans ce sens. Mais aujourd'hui, tout ce qui vient après, mais forcément, il y aura une loi de finances rectificative. Dernier rebondissement, après cette annonce de Aminata Touré, la sortie des avocats de l'État dans cette affaire de traque réclamant leur honoraire. Alassane Ba, il se pose un problème de perception dans la traque des biens mal acquis. C'est du moins l'avis de Maître Ousmane Sey. L'avocat à la Cour estime que les fonds recouvrés pourraient s'élever à moins de la somme avancée. Il a également fait le bilan de cette traque initiée par le régime actuel. Les détails, c'est avec Chertidiane John. Loin d'accord. Quand je lis Mme Aminata Touré, elle parle de Deepy World, elle parle de l'AIBD. Et ça, même si l'État a recouvré de l'argent,
c'est par rapport à la politique d'assainissement des finances publiques, à la politique générale de la traque des biens mal acquis, et non pas par rapport aux décisions de justice, à l'exécution plutôt des décisions de justice qui ont été rendues dans cette affaire. C'est clair, les 200 milliards dont parle l'ancien ministre de la Justice ne couvrent pas singulièrement la traque des biens supposés mal acquis. Que Mme Aminata Touré est une voix très autorisée. Je crois qu'il faut faire la différence entre l'exécution, les sommes recouvrées relativement aux décisions de justice qui ont été rendues par la CREI et les sommes recouvrées par rapport à la politique générale de la traque des biens mal acquis. Et en même faisant cette évaluation, toute évaluation se fait en termes de passifs et d'actifs. Et même la somme pourrait s'élever à moins de 200 milliards. Combien l'État a dépensé pour recouvrer cet argent par rapport aux frais des avocats, aux frais des experts, aux frais des investigations, billets d'avion, hébergement, recherche, investigation, ça aussi. Il faut nous dire combien l'État a dépensé. Comme ça, en faisant la différence entre ce que l'État a perçu par rapport à l'exécution des 3 décisions rendues et les dépenses effectuées à l'État, le reliquat, c'est ce qu'on a recouvré en termes de traque des biens mal acquis. Selon l'avocat, il y a 2 poids, 2 mesures dans cette traque des biens supposés mal acquis. Cette procédure a été mal engagée, a visé certaines personnes en laissant de côté d'autres personnes. Il faut que l'État revoie un peu la traque des biens mal acquis. L'instrument juridictionnel chargé de réprimer l'enrichissement illicite aussi doit être revu, doit être réformé. Et je ne sais pas ce que l'État attend pour évaluer d'une manière générale la politique de la traque des biens mal acquis et d'évaluer particulièrement cet instrument qu'est la CREI qui doit être entièrement réformé. Pour rappel, entre août et octobre dernier, les conseillers de l'État réclamaient le paiement de leurs honoraires. À ce sujet, Maître Sey temporise et joue la carte de l'apaisement. Quel calcul a été fait? Moi, je suis mal placé pour me prononcer sur cette question. J'ai été l'avocat de l'État, je suis avocat. Le principe, c'est que tout avocat constitué doit être payé sur une base raisonnable. Et s'il y a vraiment un contentieux, moi j'invite l'État et les avocats à s'asseoir autour d'une table. Chaque partie doit être raisonnable. Lamine Bara Gaye de l'APR croit au bien fondé des chiffres avancés par l'ex-premier ministre dans la traque des biens supposés mal acquis. Famba Ndoye du Parti démocratique sénégalais, elle, estime que Aminata Touré veut tout simplement se repositionner dans le camp du pouvoir. C'est un reportage de Mambiram Diouf et Mohamed Dian. Loin d'accorder du crédit à la déclaration de l'ancien Premier ministre, c'est plutôt, selon Famba Ndoye, une sortie pour juste essayer de se repositionner politiquement et tenter de donner du sens à la traque des biens mal acquis. Je pense qu'étant au placard, aux oubliettes depuis quelque temps, elle tente quand bien que mal. C'est un peu légitime, mais je pense que c'est maladroit parce qu'elle veut tout simplement sortir de l'ombre, vraiment, parce que je pense qu'elle nous a parlé de cadence, mais actuellement on observe une décadence à son niveau. Parce que si elle se permet de dire qu'on a recouvré 200 milliards et qu'aucune trace de ces 200 milliards-là n'est observée. Ce que désapprouve Lamine Bara Gaye de l'APR. Madame Mimi Touré a donné des chiffres exacts. Ce qu'elle a dit, c'est que dans cette traque-là, l'État a eu à recouvrer 8 milliards au niveau de Karim Wade, Abba Jaber 5 milliards, 50 milliards au niveau de AHS, etc., etc. Maintenant, ce qu'on peut dire est que tous les jours que Dieu fait, dans la vie de notre administration, le service compétent pour recouvrer les biens de l'État, qui est l'agence judiciaire de l'État, procède tous les jours que Dieu fait à des recouvrements dans le cadre des opérations contentieuses que l'État mène avec des privés ou des particuliers. Mais c'est de recouvrement tout simplement. Ça n'a rien à voir avec les biens mal acquis de Karim Wade. De même que pour Jaber, c'est des recouvrements tout simplement. Ça, on ne peut pas les comptabiliser sur en fait ce qu'ils ont recouvré dans ces biens mal acquis-là. Ce qu'elle a à dire, c'est d'expliquer aux Sénégalais ce qui se passe actuellement. D'expliquer aux Sénégalais cette malgouvernance, cette mauvaise gouvernance qui est loin d'être vertueuse, mais virtuelle. Vu la gestion du pays par l'actuel régime, ajoute-t-il, ils ne sont donc pas dans les calculs politiciens.
pendant le FESMAN, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a amené un bateau ici. À combien de milliards? On nous avait promis des villas présidentielles. À combien de milliards? Est-ce qu'on a vu ces villas-là? Non, je pense que quand même, toute proportion gardée, notre gouvernement a posé des actes forts allant dans le sens de la rationalisation des ressources publiques. La traque des biens mal acquis, lancée avec l'avènement de Macky Sall au pouvoir pour une rupture dans la façon de gérer, ne donne pas encore satisfaction à l'opposition. Mambiram Diouf, merci. Nous nous intéressons à présent à la circulation de faux billets dans la capitale sénégalaise, une situation qui inquiète les gérants des agences de transfert d'argent. Certains ont pris leur disposition, ils travaillent avec des machines détecteurs de faux billets. D'autres également, très inquiets, trouvent mille et une astuces pour ne pas se faire avoir par les malfaiteurs. Le reportage est signé Fatou Bintou Conté, Pape Sangone Mbaye. Il se nomme Morgueil et c'est un gérant de boutique de transfert d'argent, des faux billets, il en reçoit beaucoup. Récemment, un client lui a joué un mauvais tour. Il arrive que l'on nous donne des faux billets. Récemment, un client nous l'a donné. Il nous avait remis un paquet de 100 000 francs. Et à l'intérieur, il a inséré le faux billet. C'est à son départ que l'on a remarqué le faux billet. Avec ce type de travail, nous recevons beaucoup de faux billets. Depuis lors, il a pris ses devants. Il a acheté une machine de détecteur de faux billets. Depuis lors, nous avons pris des mesures en achetant cette machine. Et pour savoir si le billet est de bonne qualité, Morgueil nous explique comment il procède. Si vous amenez votre argent, nous prenons le billet que l'on insère dans la machine. Si le billet est de bonne qualité, vous voyez tout de suite afficher les numéros. Si c'est un faux billet, tout est rouge. D'autres marchands, pour détecter les faux billets, par contre, ont leur propre technique. Au simple toucher, nous pouvons savoir si c'est un faux billet ou pas. Le faux billet ne se froisse pas. C'est facile de le reconnaître. La circulation de faux billets, un phénomène qui prend des proportions inquiétantes au Sénégal. Je vous le disais dans les titres, les élèves maîtres promotion 2013 exigent la publication du décret le régissant. Ils souhaitent entre autres le paiement à temps de leur salaire et leur intégration dans la fonction publique. Ces enseignants sortis des centres régionaux de formation des personnels de l'éducation faisaient face à la presse ce jeudi, compte rendu de la rencontre avec Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta. Ils sont 11 717 enseignants, dont 1834 nouveaux sortants. Ces élèves maîtres ne comprennent toujours pas. Ils sont restés 4 ans à exercer sans statut. Depuis 2013, nous travaillons sans relâche, avec abnégation et donnons, selon les dires des supérieurs hiérarchiques, des parents d'élèves et en particulier du ministre de l'Éducation, beaucoup de satisfaction. Malgré tout cela, nous n'avons pas de statut définissant notre condition de travail car le ministre de l'Éducation a oublié d'accompagner notre sortie par un décret. De meilleures conditions, c'est aussi le paiement de leur salaire à temps. Nous voulons également que nos salaires soient payés à temps. Donc c'est ça nos principales revendications. Fatigués d'attendre, ces sortants des centres régionaux de formation des personnels de l'éducation se sont désormais regroupés au sein d'un collectif. Aujourd'hui, c'est le CONEM et la section de Dakar qui portent le combat. Ainsi, nous exigeons de la part de l'État la publication et l'application sans délai du décret nous régissant, la sortie des arrêtés des camarades ayant réussi au CAP, l'intégration immédiate à la fonction publique des collègues ayant déjà leur arrêté, le paiement à temps des salaires et des indemnités, l'indemnisation des familles des collègues qui ont perdu l'âme. Ainsi, ils se disent prêts à tout pour faire respecter leurs droits. Descendre dans la rue, faire la grève, quitter les classes, tout est possible.
Calvaire des agents de santé de la région de Kaffrine. Ils sont restés 6 mois sans salaire, leur doléance n'étant pas réglée par l'ancien ministre de la Santé, Omari Kolsek. Ils interpellent le nouveau ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Ils faisaient face à la presse. Leur porte-parole Amadou Sow est au micro de notre correspondant Ibrahim Djamé. Avec des arrêts de salaire. Et aussi, il faut souligner qu'il y a d'autres collègues qui n'ont pas jusque-là perçu de salaire. D'autres n'ont pas perçu leur ordre de service. Nous qui sommes là, on a été communautaires et jusque-là, on n'a pas encore reçu notre OS par rapport à ça. Donc c'est la raison pour laquelle on est venu ici donc dénoncer ce cri de cœur et aussi tirer la sonnette d'alarme. Il faut savoir que ça, c'est juste pour tirer la sonnette d'alarme. Au niveau de Kaffrine, dans la région de Kaffrine, on est au nombre de 118 agents contractuels, donc la JICA. Notre ministère de tutelle est au courant depuis des mois. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Parce qu'on a tiré la sonnette d'alerte. On a écrit des notes, on a écrit des circulaires par rapport à notre situation. Et le mal que nous avons par rapport à ça, c'est qu'à chaque fois qu'on nous donne des numéros de téléphone, ces gens, quand on le rappelle, par rapport donc à notre situation, ils ne décrochent pas. Ils ne décrochent pas. Mais quand on veut faire quelque chose, un point d'appel, etc., ils nous appellent, ils nous contactent pour nous dire non, vous ne faites pas ça. C'est ça le problème, c'est ça le mal. Donc ils sont déjà au courant. Donc il faudrait que l'État fasse quelque chose par rapport à ça. Nous ne commandons pas. C'est notre dû. C'est un contrat entre l'État du Sénégal et nous. Quand je dis l'État, ça veut dire le ministère de la Santé. Nous avons respecté entièrement notre part par rapport au contrat. Maintenant, c'est au ministère de respecter cela. Nous ne voulons pas passer à la vitesse supérieure car il y aura des dégâts. Et ces dégâts, eux, ils vont le sentir, nous allons le sentir. Mais la population aussi. Lenteur dans la construction du pont de Hillel, c'est dans la région de Kolda. Les populations n'en peuvent plus. Elles demandent aux autorités de trouver une solution à ce problème afin qu'elles puissent tranquillement vaquer à leurs occupations. La correspondance est signée Abdoulaye Diallo. Les habitants de la commune de Kolda ont saisi l'occasion qui leur a été offerte par une randonnée pédestre pour fustiger le retard des travaux de construction du pont de Hillel, des travaux entamés depuis 2006, soit 11 ans de retard et qui tardent toujours à finir. Nous sommes là aujourd'hui avec les populations de Hillel, les populations de Sikilo, les populations de Sarekemo, les populations de Medina Chérif, les populations de Faraba. En somme, tout Kolda est représenté ici aujourd'hui pour les randonnées sportives du fleuve. Comme vous l'avez constaté, nous sommes venus jusqu'ici. Nous voulions que ça aille jusqu'à Sibéré, mais malheureusement, avec l'état d'avancement des travaux du fleuve et du pont de Kolda, de Hillel, donc nous n'avons pas pu traverser. Sachez que le pont-là fait partie des travaux de Kolda 2006. Parce que tout simplement, le pont n'est pas encore terminé. Et depuis 11 ans, un pont qui ne fait même pas 100 mètres est en train d'être traîné. Je pense que ça, c'est quelque chose que toute la population de Sikilo est en train de déplorer. Pour cela, ces populations réclament la fin du chantier de construction de ce pont, qui est une infrastructure située à la périphérie de la commune de Kolda. Le non-achèvement de ces travaux a engendré un véritable manque à gagner auprès des Koldois, d'où leur colère contre les responsables des travaux qui demeurent invisibles depuis des années. C'est l'occasion pour nous de demander encore aux autorités de nous appuyer pour que le pont-là puisse connaître au moins son aboutissement. Et présentement, vous avez vu, toutes les populations là qui nous fournissent en légumes, les populations de Sibéré, de Faraba, Sariaï, toutes ces populations-là, pendant l'année scolaire, pendant l'année hivernale, elles sont coupées du reste de Kolda. Les Koldois invitent les autorités centrales, à leur tête le président de la République, pour saisir les services compétents de l'État afin que le chantier de construction du pont de Hillel soit une vieille doléance. 5 km de route ainsi que le pavage du site du Dakar seront réalisés d'ici mars 2018 pour éviter les incendies. C'est une déclaration du ministre des Infrastructures, Abdoulaye Daouda Diallo, qui a procédé hier au lancement des travaux à Médina Gounass. Je vous propose de l'écouter au micro de Moussa Omakei. Circonscrire autant qu'il est possible, en tout cas les feux. Et nous avons pensé donc quand même essayer d'avoir des foyers où on pourra quand même utiliser, faire cuisine. Les
le reste de façon générale, effectivement, donc, tout est lancé. Et là aussi, nous avons fait le choix entre d'abord des routes goudronnées pour la plus grande partie. Et de l'autre côté aussi, nous avons pensé, disons, à l'écoulement des eaux, mais aussi éviter des inondations. Comme vous avez vu que c'est un lieu particulièrement accidenté. Nous avons pensé mettre des pavés, justement, donc, pour éviter cela, mais surtout aussi travailler dans le cadre des activités à intensité de main-d'œuvre. Et c'est pourquoi nous avons aussi pensé à ces pavés-là qui sont particulièrement adaptés aussi à ces sites-là. Et nous estimons que tout ça devrait être prêt en tout cas d'ici le début de Dakar. Parallèlement, nous avons rappelé aussi au Khalif que les travaux qui ont été lancés depuis l'année dernière concernant Médina Gounass en général vont se poursuivre. C'est vrai qu'on va juste suspendre les travaux le temps de finir le site de Médina Gounass, mais que ces travaux vont reprendre, que ce soit l'assainissement de Médina Gounass et en même temps son électrification, mais aussi les voies qui vont raccorder quand même les villages environnants, donc aussi de Médina Gounass. Tout ça va être fait, c'est un projet global de 29 milliards qui est en cours d'exécution et qui va continuer. Le comité national de tutelle et de suivi CNTS veut rendre plus efficace le système énergétique dans la zone UEMOA. La structure annonce la finalisation et la validation du projet de code modèle régional. Le comité veut préserver l'environnement en étant au centre des politiques d'accès aux services énergétiques. Une rencontre s'est tenue à Dakar. Nos reporters Habib Faye et Modou Diop y ont pris part. Le comité national de tutelle et de suivi veut relever le défi de l'accès des populations aux services énergétiques modernes. Objectif, rendre efficace le système énergétique dans la zone UEMOA. Pour atteindre et attaquer les deux objectifs cibles du programme, que sont l'œil électroménager, à travers un projet de normes d'étiquetage énergétique, et le deuxième axe stratégique, qui est l'économie et l'efficacité énergétique dans les bâtiments neufs, à usage résidentiel, industriel ou institutionnel. La finalisation et la validation du projet de code modèle régional, les priorités du CNTS. Par ailleurs, il compte sur le respect des normes d'installation électrique. Des préoccupations de l'UEMOA à travers ce programme. Comme vous le savez, pour s'assurer de la qualité et de la conformité des matériaux utilisés à travers nos constructions, il va falloir nécessairement procéder à une codification. Il faut un projet de code. L'heure est à revoir les branchements clandestins. Une autre préoccupation du comité, le président rappelle. C'est une préoccupation de tout le monde. Il y a beaucoup d'incidents que nous avons connus récemment. Notre programme, il vise l'efficacité énergétique dans les bâtiments, effectivement. Donc, qui parle d'efficacité énergétique dans les bâtiments, parle aussi nécessairement de caractéristiques et de qualité, mais aussi de conformité des installations. Pour la préservation de l'environnement, le CNTS compte valoriser l'étiquetage énergétique dans les bâtiments. Culture, à présent, la 10e édition du FESNAC, Festival national des arts et de la culture, a démarré dans la capitale du Ndiambour. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de la Culture, Abdoulatif Coulibaly, au stade d'Albouri Ndiaye à Louga. L'ouverture marquée par le défilé des troupes venues des différentes régions du Sénégal. Les détails, c'est avec notre correspondant à Louga, Tchernofal. La 10e édition du Festival national des arts et de la culture réunit les différentes régions du Sénégal dans la capitale du Ndiambour. La région de Louga a été choisie d'office par le président de la République pour abriter cette manifestation culturelle. Un choix qui honore tous les Lougatois qui ont réservé un accueil chaleureux aux festivaliers. Mesdames, Messieurs, je tiens à souhaiter la bienvenue aux acteurs artistiques et culturels des 14 régions du Sénégal et particulièrement aux artistes sœurs et frères du Mali et de la Guinée, invités de ce festival. Leur participation témoigne les liens de partage et de solidarité, d'amitié et de fraternité entre nos pays et confrères. Un cachet particulier à l'événement en y ajoutant une touche sous-régionale.
Le ministre de la Culture venu présider la cérémonie d'ouverture a saisi cette occasion pour revenir sur le choix du Ndiambour. Cette décision, nous la comprenons comme un message profond de réaffirmation de la prééminence de la culture dans le développement de nos nations. Que oui, il s'agit à travers elle de questionner et de mettre à contribution notre riche patrimoine matériel et immatériel pour réinventer notre présent et assurer le développement durable du pays au profit des générations futures. Mesdames, Messieurs, je dis bien une telle option nécessite certes un travail quasi quotidien, mais également des moments de grande retrouvailles dans des endroits dont le symbolisme culturel n'est plus à démontrer. Voilà pourquoi, sur décision du président de la République, justement, la région de Louga et la ville de Louga en particulier ont été choisis cette année pour abriter la 10e édition du Festival international. Cette 10e édition du FESNAC est en train de battre son plein à Louga autour d'activités de compétition de danse, de théâtre et de musique. Niakhar, dans la région de Fatick, les scouts de Dakar au chevet des enfants démunis et personnes âgées de cette localité en cette veille de fête de Noël. Ils ont offert un important lot de matériel et de denrées alimentaires aux enfants, un geste apprécié par le curé de la paroisse de Niakhène, abbé Théodore Wali Diouf. Le reportage est signé Charanta Diop Seylatir. Sont une vingtaine de scouts venus de Dakar avec un important lot de matériel didactique, de denrées alimentaires et d'effets vestimentaires destinés aux enfants démunis et aux personnes âgées des communes de Niakhar, Patar et Ngayokhem. Ces jeunes scouts, soucieux des dures conditions d'existence de ces populations dues à la pauvreté, ils tiennent à apporter leurs aides à ces dernières. Au thème de cette année 2017-2018, nous avons choisi notre premier maxime qui tourne autour du louveteau pense d'abord aux autres. Et quand on parle du louveteau pense d'abord aux autres, on parle du sens de partage, de l'entraide entre les enfants. Donc nous avons voulu matérialiser cet aspect-là en offrant des dons aux enfants les plus nécessiteux. Le curé de la paroisse de Niakhar invite l'État à s'investir davantage dans des politiques de développement pour retenir les jeunes au terroir, une manière de lutter contre l'exode rural et surtout l'immigration clandestine. Il a mis à profit l'occasion pour déplorer la situation qui prévaut en Libye. Être consciencieux et savoir que l'avenir se bâtit déjà avec nos mains et avec nos moyens. Et ce que nous investissons, ou ceux qui investissent autant d'argent, autant d'énergie pour aller au-delà de nos frontières, pourraient tout simplement essayer d'investir avec ce qu'ils ont sur place. Mais également solliciter le soutien de l'État qui est là également pour accompagner tous les projets, de développement. En tout cas, comme prêtre, je décourage qui que ce soit à aller se faire esclave en Libye. Une journée de partage est prévue ce dimanche 24 décembre autour d'une belle fête à l'intention des enfants de Niakhar. Charanta Diop, merci. Foire internationale de Dakar, ce n'est pas encore le grand rush. Les exposants attendent toujours les clients. N'empêche, certains d'entre eux se frottent déjà les mains. Aïssatou Païfal et Pape Sangone Baye ont fait un tour à la foire de Dakar. Ouverture encore timide. À la foire de Dakar, des couloirs vides, peu de visiteurs pour le moment. L'année dernière, il y avait plus d'articles et de marchandises. Cette année, j'ai l'impression qu'il y a moins d'exposants. Le manque de finances en est la cause. Il y a de belles choses, mais surtout, les gens n'ont pas d'argent. Il y a les fêtes. Même si certains exposants se tournent les pouces, du côté de chez Madame Diakité, le compte est bon. Je ne me plains pas. Je vends du bon chouraï et les affaires vont bien. Nous vendons un chouraï de qualité. Je donne mes cartes de visite à mes clients. Dès que le froid commence, elles viennent s'approvisionner. Le seul hic, c'est la cherté des stands. Pour Yaye Adama Diallo, les finances ne sont pas au beau fixe chez beaucoup de Sénégalais. Du côté des clients, c'est le manque d'argent qui fait qu'il n'y a pas de rush. Du côté des exposants,
Les stands sont hors de prix et il faut faire des bénéfices. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Les priorités sont ailleurs, diront certaines personnes interrogées. À présent, l'actualité internationale, c'est avec Ibrahima Khan. Pour saluer les militaires. Emmanuel Macron est au Niger pour une visite de 2 jours. Le président français fêtera Noël avec un jour d'avance sur la base aérienne de Niamey, ce pour marquer son soutien aux militaires déployés dans le cadre de l'opération Barkhane. Cette visite est l'occasion de mettre l'accent sur la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Elle s'inscrit aussi dans le cadre de la mobilisation contre les réseaux de passeurs faisant du trafic d'êtres humains et organisant des filières de migration. En Espagne, le chef du gouvernement s'est dit ce vendredi prêt à dialoguer avec le nouveau gouvernement catalan. Déclaration qui intervient au lendemain des élections régionales qui ont vu la victoire de la coalition indépendantiste. Le Parti populaire de Mariano Rajoy a subi un revers lors du scrutin de jeudi, passant de 11 à 3 élus au Parlement régional. Le chef du gouvernement espagnol a souligné qu'il s'opposerait à toute initiative contraire à la Constitution espagnole, avant d'ajouter qu'il n'avait pas l'intention de convoquer des élections législatives anticipées. Aux États-Unis, le président américain a promulgué ce vendredi la baisse d'impôts pour les entreprises et les ménages adoptée par le Congrès cette semaine. Donald Trump a signé la loi dans le bureau ovale avant de partir en vacances dans son club privé en Floride. Le président Trump, qui n'a pas organisé de conférence de presse de fin d'année à Washington, a passé un moment à répondre aux journalistes, occasion de vanter le bilan de sa première année, selon lui, la plus productive de l'histoire des États-Unis. Ibrahima Khan, merci. Et puis avant de boucler cette édition, ces conseils du cardiologue professeur Serigne Abdouba, des conseils pour les sportifs, propos tenus lors du 7e congrès des cardiologues ici à Dakar. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Tidiane Dione. Le message s'adresse à toute la population, parce que c'est dans la population qu'on extrait les sportifs. Maintenant, tout le monde doit faire du sport, mais un sport adapté à son état. On ne peut pas se lever subitement pour dire « écoutez, moi je vais faire du sport ». Il faut aller voir son médecin, qu'il vous examine, qu'il fasse un électrocardiogramme si possible, et pour vous conseiller, pour vous dire c'est tel type de sport qui vous convient. C'est comme ça qu'il faut faire, mais on ne se lève pas simplement pour aller faire du sport, sinon on s'expose à des dangers. Voilà, il faut aller faire du sport. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information à 0h avec le tout en images. À présent, l'invité du 20h, Mamadou Ibra Kane, reçoit Youssou Diallo, PCA de la Sonacos. Mamadou, bonsoir.